Yorana, on est ici à la présidence, on est quelques jours après la signature de la dernière convention de gratuité des cantines, enfin les dernières signatures de convention qu'on a pu faire à Mouria, dans deux établissements à Freitou et à Popo. Et donc aujourd'hui, avec moi, il y a trois lycéens collégiens, Matei, qui est en terminale, alors j'ai oublié le sigle, hein, parce que c'est trop compliqué maintenant vos sigles pour moi, mais à Papara, c'est ça. On a Anaïs qui est au collège de Tiperui, et puis Rawari qui donc, nous vient de Montréal et qui est en troisième, c'est ça. Bon, on va discuter un peu de différents sujets, de cette gratuité des cantines, bien entendu, qui vous concerne. Et donc tous les trois, vous êtes demi-pensionnaires. Donc on est passé dans vos établissements, vous étiez d'ailleurs dans le public hein, avec vos camarades de classe, camarades d'établissement. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement de cette mise en place de la gratuité de la cantine? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant, d'important, ou oh non, finalement, ça ne sert à rien? C'est quoi votre avis de collégien, de lycéen sur cette gratuité de la cantine? Pour ma part, lorsque tu es venu dans notre établissement pour la signature de la gratuité, ta venue a fait polémique dans l'établissement. Pourquoi? Justement parce que, et à plusieurs reprises on t'a posé cette question-là, pourquoi que maintenant? Et justement ce jour-là, je t'avais posé la question, je m'étais levé et pour t'expliquer un peu mon point de vue sur ce retard, on va dire, hein, de décision, d'application de ce projet. Lorsque tu as répondu, ça a incité les élèves, mais autant les parents, à réfléchir en fait sur ton rôle en tant que président. Ce n'est pas un rôle facile, ils l'ont compris, mais ce n'est pas toi qui prends une décision. Vous le prenez avec tous les ministres, avec l'Assemblée territoriale, et ils se sont rendus compte. Et aujourd'hui, la signature de la gratuité a inspiré des élèves et des parents à continuer, surtout les élèves, à fournir des efforts pour justement, on va dire, permettre une reconnaissance vis-à-vis du gouvernement. En tout cas, au lycée de Papara, c'était ça. Effectivement, comme je vous disais, 2,2 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs, on aurait pu faire des farés au péage, on aurait pu, voilà. Que les enfants et leurs parents prennent conscience que cet investissement, quelque part derrière, ben, il faut que nos enfants aussi prennent conscience et s'emparent de ça et se disent, bon, ok, si mon gouvernement met autant d'argent pour moi, ben, il faut peut-être que je bosse, hein, que je m'investisse. Si ça a été perçu comme ça, franchement, c'est tout ce qu'on attend. On n'attend pas plus que ça. C'est la meilleure des récompenses, je dirais. Moi, vu que je ne suis pas déléguée d'établissement, j'étais pas là. Et ceux qui n'étaient pas là, ils n'ont pas très bien compris du coup. Les élèves, dont moi et mes camarades, on ne pouvait pas vraiment leur expliquer avec des mots qu'ils comprendraient. Ils n'ont pas vraiment compris. Sur ce que tu soulèves, je pense que c'est important et je l'ai relayé à notre ministre de l'Éducation. Je pense qu'il faudrait qu'on imprime des petits bouclettes, un truc, tu vois, pas compliqué, hein, pas l'encyclopédie universaliste, dans un langage qui est le vôtre, hein, celui des jeunes, peut-être sous forme de BD, un truc très didactique, qui pourrait être mis à disposition des élèves pour qu'eux-mêmes puissent dire « Ah ok, c'est ça la gratuité de la cantine, j'ai compris maintenant ». Je pense que c'est une très bonne remarque. Alors pour ma part, quand tu es rentré du Moria, tout s'est bien passé. Ils se sont même posé la question, est-ce que ça pourrait continuer avec de nouveaux projets pour faciliter l'accès à plusieurs autres possibilités pour notre jeunesse polynésienne. Mais par exemple, moi aussi, je m'inquiète, comme certains parents, je pense, comment ça pourrait continuer alors que le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée entre deux groupes qui finalement jouent avec... on se demande parfois si ça pourrait se terminer, s'occuper de notre population, de la population polynésienne. Alors c'est vrai que la situation politique aujourd'hui, elle est un peu compliquée. Avant, on avait une majorité confortable. Aujourd'hui, on n'a plus de majorité. Donc, on est obligé de composer avec tout le monde. On l'a vu dernièrement, il y a des textes qui passent.
certains à l'unanimité, et puis sur d'autres textes, ça bloque. Alors ça bloque parfois pour de bonnes raisons, hein, que moi je peux comprendre. Il faut aussi se dire que quand les textes sont bien compris, ben, ils sont votés. Ils sont votés. Donc sur tout un tas de mesures qu'on va présenter là dans les jours qui viennent, depuis qu'il y a eu la recomposition à l'Assemblée, on a pas mal de textes qui sont passés, hein, quand même. On a quelques-uns qui ne sont pas passés, on le regrette. On va les retravailler, on va les représenter. Mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'on préférerait, hein, moi en tant que président, je préférais avoir une majorité large. Ce n'est pas le cas, on s'adapte et puis on continue d'avancer. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous avez bien compris comment ça fonctionne? Est-ce que vous voulez que je vous explique un peu, que je vous réexplique d'abord comment est-ce qu'on finance cette gratuité de la cantine, puisqu'on dit que c'est gratuit, mais il y a bien quelqu'un qui paye. Est-ce que vous avez bien compris comment c'est financé ou pas? Il me semble que si j'ai bien retenu ce que tu as dit lors de l'intervention, que certes il y aura une gratuité de la cantine, mais ce qui va compenser le paiement de cette cantine, c'est l'augmentation des impôts. Alors pas du tout. Alors justement, c'est très bien que tu aies mal compris parce que ça va me permettre de corriger parce que c'est effectivement une des craintes qu'on avait quand on a introduit ce dispositif, c'est que les gens pensent que si c'est gratuit, il y a forcément quelqu'un qui paye et donc il y a des nouveaux impôts ou de nouvelles taxes. Alors non, on n'a pas à lever de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes pour rendre la cantine gratuite pour tous les élèves. Comment ça se passe? En fait, d'abord en termes budgétaires, qu'est-ce que ça représente? C'est sur une année complète à peu près 2,2 milliards. Hein, voilà ce que représente financièrement la gratuité de la cantine. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Finalement, quand on réfléchit, on se dit avec 2,2 milliards, on pourrait faire d'autres choses. On pourrait faire des routes, on pourrait faire des phares au péage, voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de consacrer ces 2,2 milliards à la gratuité de la cantine? C'est parce que, comme vous, on estime que c'est important pour l'égalité des chances, pour que tout le monde puisse avoir au moins un repas équilibré chaque jour à l'école. Et donc, pour financer cette mesure, finalement, on a budgétairement deux parties. On a une partie, à peu près la moitié, 1,1 milliard, qui est financée via la CPS. Il y a eu une augmentation des sommes qui sont versées aux établissements et c'est passé de 50 ou 80 francs à 200 francs, grosso modo. Et donc ça couvre la moitié de ce budget des 1,2 milliard. Ça, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement, qui a été entérinée donc, au niveau de la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. C'est la première partie du financement. La deuxième partie, c'est sur le budget du pays. Le budget du pays, là, c'est vrai, ça résulte des impôts et taxes, mais celle qui existe déjà. Sur ce budget, chaque ministre a consenti à faire un effort. Chacun dans sa partie. Le ministre des Grands Travaux, il s'est dit, OK, ce pont-là, je vais le faire plus tard. Là, plutôt que de faire 3 km de route, je vais en faire 2. Et donc, si on veut un peu schématiser, il y a 10 ministères. Donc chaque ministère a essayé de trouver 110 millions qu'il a rendu au budget pour qu'on puisse financer cette gratuité de la cantine. Voilà comment ça s'est financé. Hein. Donc pas de nouveaux impôts, pas de nouvelles taxes. Mais il faut comprendre quand même que ça a un coût. Hein. Ça a un coût, c'est un investissement, nous, le pays, qu'on fait collectivement pour vous, pour l'avenir du pays. Parce qu'on veut s'assurer que vous ayez de bonnes conditions pour étudier. Aujourd'hui, pour résumer, hein, hier, il n'y avait que les parents dont les enfants pouvaient prétendre à la bourse qui bénéficiaient donc de la gratuité de la cantine. Hein. Il y avait déjà une forme de gratuité de la cantine avant ce dispositif. Mais tout un ensemble de parents dont les revenus ne sont pas très très bas, mais qui sont quand même en difficulté financière, parce qu'ils ont des charges, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, ou peu importe, se retrouver exclus du dispositif. C'est ce qu'on a voulu corriger avec ce dispositif, s'assurer que, quelles que soient les conditions de revenus de nos enfants, enfin des parents, les enfants puissent bénéficier de cette gratuité. Ça a été beaucoup discuté dans certains établissements où on est passé, où les gens ne comprennent pas. Ils nous disent, mais alors, si quelqu'un est millionnaire, pourquoi est-ce que son enfant aurait la cantine gratuite?
C'est une question qui est intéressante, qu'on peut se poser de manière tout à fait franche. Mais nous, la réponse, elle est simple. C'est qu'on considère que l'école, c'est vraiment le lieu où il ne faut pas discriminer nos enfants. C'est un lieu où vous devez tous être sur le même pied d'égalité, quels que soient les revenus de vos parents, quelles que soient vos situations familiales. Vous avez tous, normalement, droit aux mêmes chances à l'école. Monsieur le Président, on a tous su que c'était déjà présent dans votre programme, mais vous avez été élu il y a un peu bien longtemps. Pourquoi que maintenant, finalement? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, c'était dans notre programme de 2023, donc quand il y a eu les élections, et on ne le met en place finalement que cette année, pour cette rentrée. Pourquoi ce délai? On nous a posé la question lors des rencontres qu'on a pu avoir avec les parents, avec les personnels de l'éducation, de la pérennité du dispositif. C'est-à-dire que, est-ce que c'est juste un coup de com' que vous faites cette année et puis l'année prochaine, ce sera plus gratuit? Si c'était le cas, ce serait grave. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps. Parce qu'il fallait faire des calculs avec les gestionnaires, il fallait qu'on nous renvoie les chiffres pour chaque établissement, qu'on soit sûr des niveaux de coût de revient des repas qui peuvent être variables, par exemple d'un archipel à l'autre, ou même sur Tahiti, on n'a pas forcément les mêmes coûts de fabrication des repas quand on est en ville ou quand on est à la presqu'île. Donc il fallait qu'on ait toutes ces données et puis qu'on puisse faire des projections dans le temps pour s'assurer que budgétairement, c'était quelque chose de pérenne. C'est pour ça qu'on a pris autant de temps, sinon on l'aurait déjà fait en 2023. Mais en 2023, on n'était pas, quand on est arrivé, on n'avait pas tous ces chiffres, on n'avait pas encore pu faire toutes les projections. Donc on a pu le faire là en fin d'année 2025, on a terminé tous les calculs. C'est pour ça qu'on le fait que cette année. Comment pourrait s'étendre cette gratuité pour tous les établissements scolaires de la Polynésie, finalement, comme les centres pour handicapés, par exemple, ou encore les écoles primaires? Aujourd'hui, on a signé 35 conventions. Ces 35 conventions, elles concernent le secondaire dans le public, donc les établissements secondaires du public. C'est parce que c'est ceux-là qui relèvent du gouvernement. Donc nous, on est responsable et compétent des établissements du secondaire. Ensuite, dans le secondaire, tu as l'enseignement public et tu as l'enseignement privé. Aujourd'hui, on est encore dans l'attente des derniers chiffres de l'enseignement privé avant de pouvoir conventionner avec l'enseignement privé. Mais donc très rapidement, on va pouvoir étendre cette mesure déjà au secondaire dans le privé. Ce qui n'est pas le cas à l'heure où on se parle, puisqu'on n'a pas encore signé les conventions avec... donc il y a l'enseignement catholique, l'enseignement protestant et l'enseignement adventiste. C'est les trois enseignements privés qui existent chez nous. Donc ça, c'est la prochaine phase et elle va certainement se matérialiser là dans les semaines qui viennent. On espère en tout cas, dès qu'on aura reçu tous les chiffres. Ensuite, il y a la question du primaire. Le primaire, là, c'est hors du champ des compétences du pays. Ça relève des communes. Donc les cantines dans le primaire sont gérées par les communes. Et moi, je n'ai pas le droit, je n'ai pas la compétence finalement d'imposer quoi que ce soit aux communes. En revanche, donc on a discuté avec toutes les communes qu'on a traversées, où on est allé faire ces signatures de convention, en leur disant une chose simple, c'est Tavana, si tu veux instaurer la gratuité de la cantine dans les écoles primaires, d'abord c'est un choix de l'équipe communale, donc c'est une délibération que vous devez prendre en conseil municipal. Ça veut dire que vous aurez fait vos propres calculs, que vous saurez exactement quelle part de cette gratuité la commune dans son budget peut soutenir. Et nous, à ce moment-là, si vous avez cette volonté de gratuité de la cantine dans le primaire, on viendra vous accompagner pour le complément. Mais on ne peut pas l'imposer. Donc c'est sur la base du volontariat des communes. On a à ce jour, je crois, 18 communes qui ont exprimé le souhait de s'engager là-dedans. Il faut bien comprendre que, alors je vais prendre deux communes aux extrêmes, entre Papeete et Hikueru. Les situations budgétaires, les situations en termes de ressources humaines sont complètement différentes. Et donc, il faut vraiment que ce soit un choix préparé et assumé par le conseil municipal. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent en difficulté une fois qu'ils ont mis en place ça, quoi.
Pourquoi avoir mis ce projet-là dans votre programme? Qu'est-ce qui vous a poussé à décider ensemble avec tout le parti que voilà, la gratuité de la cantine est un projet important qu'on doit mener si on est élu, puisque vos prédécesseurs, justement, n'ont pas forcément eu cette jugeote, on va dire, entre guillemets, de s'inquiéter justement des différentes inégalités qui sont présentes dans les établissements scolaires. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, votre parti, ou vous, en tant que président, à vous inquiéter justement de la gratuité de la cantine et des inégalités qu'il y a dans les établissements? Dans les valeurs qui nous portent, il y en a une qui résulte d'une citation de Nelson Mandela, qui est attribuée à Nelson Mandela, qui dit « L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer un pays ». Et donc, si on veut changer notre pays, si on veut le faire progresser, il ne faut pas considérer l'éducation et nos enfants comme une charge, parce que c'est vrai que ça coûte cher hein, de vous dispenser un enseignement qui est quasiment gratuit, hein, contrairement à d'autres pays. Donc ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup plus que les 2 milliards de la gratuité de la cantine, je peux vous l'assurer. Mais on estime que ce n'est pas une charge, c'est un investissement. Parce que plus on aura une jeunesse qui deviendra adulte, mais des adultes formés, des adultes en capacité de se prendre en main, en capacité de travailler, d'avoir accès à l'emploi ou de créer l'emploi, bien, mieux ce pays se portera. Et donc, dans le cadre de ces valeurs-là, de cette certitude qu'on a, qu'il faut investir dans l'éducation, on s'est dit sur quel levier on peut agir. Il y a plusieurs leviers en matière d'éducation. Il y a d'abord, avant d'aller sur la cantine, il faut qu'on arrive à adapter notre système éducatif à nos enfants. Hein, les enfants polynésiens ne se retrouvent pas forcément tous dans le système éducatif tel qu'il existe aujourd'hui. Certains s'adaptent très bien. Quand j'avais votre âge, moi je faisais partie de ce qu'on appelle les bons élèves, hein, ceux qui traversent le système scolaire sans problème, toujours des bonnes notes, et les tableaux d'honneur, les machins, tout ça. Bon, pour cela, à la limite, il n'y a pas grand-chose à changer, ou il n'y a rien à changer. Mais il y a les autres, ceux qui se retrouvent en situation d'échec successif et qui finissent par se convaincre à un moment donné que je ne suis pas bon ou je suis bon à rien. C'est faux. C'est pas qu'ils sont bons à rien, c'est qu'on n'a pas trouvé, nous, les adultes, les responsables, on n'a pas trouvé le bon chemin pour eux, hein, à leur proposer. Tout le monde n'est pas fait pour devenir astrophysicien. On a besoin de plombiers, on a besoin de tout dans un pays. Et certains d'entre nous, on va avoir une intelligence peut-être plus abstraite, hein, capable de raisonner sur des grands schémas, des formules, des choses comme ça. D'autres, ils ont une intelligence plus concrète. C'est pour ça qu'il y a des sections technologiques. On a les CJA, on a les CETAD. Il faut qu'on puisse proposer et adapter l'enseignement. Donc ça, c'est un des leviers. Et on y travaille avec la ministre de l'Éducation. La gratuité de la cantine, pour nous, c'est un autre levier. Parce qu'un enfant qui a faim, qui est mal nourri, il va avoir du mal à se concentrer, forcément, et il va pas pouvoir bien étudier. Donc pour nous, c'était quelque chose qui nous paraissait d'abord faisable et deux, utile. C'est pour ça qu'on l'a inscrit dans notre programme. Un autre aspect qui nous a paru intéressant autour de la gratuité de la cantine, quand on est décideur politique, quand on a des budgets à gérer, on essaie toujours de se dire, avec une mesure, est-ce que je peux atteindre plusieurs objectifs pour rentabiliser finalement le budget qu'on met dans ces mesures. Quand on a réfléchi à la gratuité de la cantine, on a eu le même raisonnement. Et dans toutes les mesures qu'on essaie de mettre en place, on essaie toujours de voir quelles sont toutes les cibles qu'on va pouvoir atteindre avec un seul caillou, si tu veux. Et donc la gratuité de la cantine, ça permet évidemment de s'assurer que vous, nos enfants, vous ayez de bonnes conditions d'enseignement, de bonnes conditions pour faire vos études. Deuxième objectif pour nous, c'est d'essayer de tirer la production locale.
quand on voit aujourd'hui, hein, on est tous confrontés à ça, on l'entend beaucoup dans les discussions, ça fait partie des reproches qui sont faits au gouvernement, qu'on entend, qu'on accepte, hein, on ne nie pas que la vie est chère. Chacun de nous, quand on va faire les courses, je ne vais pas citer de noms de magasins, mais quand on arrive en caisse, wow. Enfin bon, voilà, on est quand même... Une des raisons de cette cherté de la vie, c'est qu'on importe beaucoup trop de choses qu'on consomme aujourd'hui, notamment dans l'alimentation. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive globalement à diminuer notre dépendance aux aliments importés. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des agriculteurs dans vos familles, mais un agriculteur, lui, avant de planter, avant d'augmenter son FAPU pour telle ou telle production, il a envie de s'assurer qu'il aura un débouché à sa production. Parce que le soleil, il tape, la terre, elle est basse, le travail, il n'est pas forcément facile. Hein. Il se dit, je ne veux pas travailler pour rien. Et donc, pour produire plus, il faut qu'il ait cette assurance que sa production va être achetée. Et pour nous, donc, de rendre la cantine gratuite, ça nous permet aussi d'atteindre cet objectif. Pas entièrement, mais en partie. Parce que, du coup, on est capable de dire, voilà, sur l'ensemble des établissements où la cantine est gratuite, voilà les volumes dont on va avoir besoin. Parce que vos gestionnaires, ceux qui font les menus avec les cuisiniers, etc., ils ont un travail assez compliqué, hein, qui est de faire vos menus sur le mois et même sur le trimestre. Et quand ils font ces menus, ils ont des contraintes nutritionnelles. Ils ne peuvent pas vous proposer des menus complètement déséquilibrés, voilà, avec que des pâtes. Ils doivent travailler à l'équilibre nutritionnel. Ils doivent rester dans le budget dont ils disposent, hein, donc ils ne vont pas vous servir du caviar, des trucs qui coûtent super cher. Et puis, il faut qu'ils essayent d'intégrer de plus en plus de produits locaux. Et donc, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, hein, concrètement, si vous discutez un peu avec les gestionnaires, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner de manière régulière en produits locaux. Parfois ils en ont, parfois ils n'en ont pas. Et ça, c'est parce que justement nos producteurs n'ont pas de visibilité sur la demande. Et donc ils se disent, moi j'ai fait du taro, j'ai du taro, tu prendras mon taro ou pas, mais je ne vais pas faire autre chose. Donc une fois qu'on a bien clarifié le niveau de la demande, là, notre secteur agricole, notre secteur productif, il va pouvoir s'organiser pour venir rencontrer cette demande. Tu vois, si je suis gestionnaire qu'aujourd'hui j'ai besoin de 600 kg de bananes toutes les semaines, eh ben, les producteurs qui ont des bananes, une fois qu'ils ont ce chiffre, ils se disent ok, je vais m'organiser parce que je sais que si je fais 600 kg par semaine, on va me les prendre. Si je n'ai pas cette information, je ne vais pas forcément le faire. Donc c'est aussi un des objectifs qu'on a poursuivi avec cette disposition, hein, de gratuité de la cantine. Pour la bourse, apparemment, si on ne remplit pas le papier, on n'aura pas la cantine gratuite. Apparemment, on devra continuer à payer, même si, exemple, tout notre collège, il ne paye pas, nous, on sera obligés. Remplir le formulaire, c'est une obligation. Ça peut paraître paradoxal, puisqu'on dit que la cantine va être gratuite pour tout le monde. Alors, pourquoi il faut embêter les gens avec un formulaire et qu'ils doivent remplir? Pour une raison simple, c'est que justement, pour pouvoir savoir exactement combien de repas je vais devoir servir, j'ai besoin de savoir qui sont les enfants qui vont manger à la cantine. C'est pour ça qu'on demande de remplir ce formulaire. Ce formulaire, pour certains, il va conduire à la bourse, hein, classique, celle à laquelle ils pouvaient déjà prétendre parce qu'ils ont un très très faible niveau de revenus. Et pour tous les autres, donc ça va se traduire par ce complément de bourse qui va venir rendre la cantine gratuite. Mais il faut faire cette demande de formulaire. Certains parents qui n'ont pas eu le temps peut-être de le faire dans les temps, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Au niveau de la DG2E, on a conscience que tout le monde n'a pas forcément eu toutes les infos au bon moment, que certains ont raté la deadline, qui vont venir, mais ils vont venir un peu en retard. Donc ils seront quand même pris en charge. Dans le formulaire, hein, pour la gratuité de la cantine, il y a des informations qui sont demandées sur les revenus. Alors c'est du déclaratif, hein, voilà. Les gens se disent, mais
Vous nous dites d'un côté qu'il n'y a pas de conditions de revenus, que tous les enfants, peu importe les revenus des parents, peuvent bénéficier de la gratuité. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin qu'on vous donne le montant des revenus? C'est vrai que la question, elle est pertinente. Alors, on ne le fait pas pour embêter les gens. Bon, déjà, ceux qui disposaient de la bourse avant, ils devaient de toute façon déposer leurs revenus, hein, parce que c'est la conditionner aux revenus. On le fait, en fait, pour pouvoir mieux suivre le parcours de vie des étudiants, donc de la petite enfance, si on veut, jusqu'à ce qu'ils deviennent jeunes adultes en contact avec le monde du travail. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces informations? Parce que, je vais vous donner un exemple. Hein. Alors, mis à part le primaire, parce que même s'il y a des bourses qui existent pour le primaire, mais dès que vous arrivez au secondaire, donc, vous avez la gratuité de la cantine maintenant. Ensuite, vous allez passer le bac et vous allez continuer dans le supérieur, soit à l'université, soit des BTS, des choses comme ça. Mais vous serez en post-bac. Donc nous, quand vous allez sortir du secondaire, le fait d'avoir l'information sur les conditions de revenus de vos parents, ça nous permet, par exemple, d'ajuster le mécanisme des bourses post-bac. Ce qu'on a fait en 2024. En 2024, en gros, en Polynésie, il y a deux catégories de bourses. Il y a les bourses non majorées, on va dire la bourse standard, qui dépend des revenus des parents, donc qui est sous condition de revenus. Et il y a ce qu'on appelle les bourses majorées. Ces bourses majorées, elles correspondent aux filières qu'on a jugées prioritaires. Par exemple, médecin, certains diplômes d'ingénieur, enfin bon, il y a toute une liste qui est disponible d'ailleurs sur le site de la DG2E. Hein, il faut, pour ceux qui sont en train de passer le bac, je pense que c'est intéressant d'aller regarder cette liste pour peut-être orienter votre choix, parce qu'il y a de grosses différences quand même dans les montants des bourses. Avant 2024, les bourses non majorées, c'était 40 000 francs par mois. En 2024, nous, on a augmenté ce montant des bourses, on est passé à 60 000. Donc ça fait quand même une petite différence hein, dans la vie d'un étudiant, 20 000 francs de plus tous les mois. Ça met du beurre dans les épinards, ou ça permet d'aller peut-être au cinéma ou d'acheter des livres. Ça permet de mieux vivre sa vie d'étudiant. Ça, c'est pour les bourses non majorées. Et pour ces bourses non majorées, nous, on a, par exemple, on a augmenté le montant, mais on a aussi, comme ce qu'on vient de faire pour les cantines, élargi ce qu'on appelle l'assiette d'éligibilité. C'est-à-dire qu'avant, pour que ton enfant puisse bénéficier d'une bourse non majorée, il fallait vraiment que tu aies des revenus très 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 bas. Dès qu'un des parents avait un salaire, pas forcément mirobolant, hein, mais par exemple un couple d'instituteurs, ils n'avaient aucune chance que leur enfant puisse bénéficier d'une bourse majorée. Or, on a des gens qui sont tous les deux instituteurs, enfin professeurs des écoles, on appelle ça maintenant, et qui sont en difficultés financières et qui n'ont pas forcément les moyens d'aider leur enfant facilement. Aujourd'hui, donc, on a permis à toutes ces personnes-là, qui avant n'avaient pas, dont l'enfant ne pouvait pas bénéficier de cette bourse non majorée, d'y avoir accès. Donc on estime qu'on a à peu près 85% de nos enfants aujourd'hui qui peuvent bénéficier d'une bourse non majorée après le bac. Donc ça, c'est un premier point. Et puis on a les bourses majorées qui, elles, vont jusqu'à 150 000 francs. Donc elles démarrent à 60 000 et en fonction de la filière, elles peuvent aller jusqu'à 150 000 francs. Là, ça commence à être intéressant. Donc, pour nous, le fait que pendant les années de collège et lycée, vous avez fourni ces informations sur les revenus, ça nous permet de mieux calibrer les dispositifs qui vont venir après. Et de la même manière, quand vous serez dans l'enseignement supérieur, à l'université, etc., à un moment donné, vous allez finir vos études. Hein, parfois, on a envie d'être étudiant toute sa vie, mais à un moment donné, il faut bien... papa et maman, ils vont vous dire, bon, t'es gentil, mais à un moment donné, il faut travailler. Donc, vous allez devenir des jeunes actifs. À ce moment-là, nous, on embraye sur les mesures d'aide à l'emploi. On veut que les employeurs aient plus de facilité à vous prendre, parce que souvent, on est dans un paradoxe où on vous dit on veut quelqu'un de jeune avec 15 ans d'expérience. C'est un peu compliqué. Hein. Donc, pour inciter les employeurs à embaucher nos jeunes,
on a mis en place donc, des dispositifs d'aide à l'emploi. Alors, pas que pour les jeunes, mais ça aide à l'emploi, à l'embauche des jeunes. Et donc, pour calibrer budgétairement ces aides à l'emploi, parce que ça coûte de l'argent, hein, c'est comme pour la gratuité de la cantine, eh bien, il faut qu'on ait le plus de renseignements possible sur le niveau de revenus des parents finalement de ces enfants et de ces jeunes avant qu'ils accèdent au monde du travail. Hein. Voilà. Donc c'est pas pour vous embêter qu'on demande aux parents le niveau de revenus, c'est pour pouvoir calibrer tout ce parcours jusqu'à l'accession à l'emploi. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous vous voyez déjà avec votre parti, le reste du coup, vous relancer pour un deuxième mandat? Alors, je vais te répondre en 2 temps. Quand je me suis présenté en 2023, j'avais déjà dit que un mandat, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir changer suffisamment les choses. Je ne dis pas pour tout faire, hein, parce qu'il faut une vie pour tout faire, mais un mandat, c'est 5 ans, ça peut paraître long. Vous voyez, là, on est déjà à la moitié du mandat. Et j'avais déjà dit, il faut 2 mandats pour pouvoir vraiment commencer à produire un changement qui ne soit pas juste superficiel. Donc oui, je serai un nouveau candidat en 2028, avec la configuration politique qui est celle d'aujourd'hui. La deuxième partie de ma réponse, et je l'ai dit en 2023, si je suis réélu, ce ne sera pas mon deuxième mandat, ce sera mon dernier mandat. Et c'est important de le dire, parce que quand tu analyses un peu l'histoire politique de la Polynésie, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. J'ai 56 ans, je vais aller sur mes 57. Je ne suis pas encore tout à fait vieux. Je suis plus jeune, hein, enfin, il faut être honnête. Mais voilà, j'ai pas l'intention de vieillir en politique. Moi, dans quelques années, tu vois, aujourd'hui, j'ai 5 enfants, j'ai 6 motois. Voilà, j'ai envie de m'occuper de mes motois dans quelques années. D'aller faire des petites pirogues en bois, bref, m'amuser, de vivre avec mes motois, de les voir grandir. Donc, ça veut dire que, pour moi, la politique, c'est une période de ta vie à laquelle tu te consacres et tu y mets toute ton énergie. Hein. Moi, je dors très peu. Aujourd'hui, on est là. Demain, j'ai des réunions. Enfin, voilà. Quand on est président, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. Mais je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Je suis convaincu, ça a toujours été ma conviction, dès que tu commences à avoir des responsabilités assez grandes en politique, il faut que tu prépares la relève. Parce que si tu ne prépares pas la relève, ça veut dire que tu n'as pas l'intention de t'en aller. C'est pas quand tu as 80 ans ou 90 ans qu'il faut se dire, bon, alors qui pourrait me remplacer? Non, il faut déjà avoir identifié ces personnes avant. Il faut t'assurer qu'elles font de la politique pour de bonnes raisons, parce qu'il y a aussi des gens qui font de la politique pour de mauvaises raisons. Hein. Et puis, il faut que tu les aides à se former. Et puis ensuite, quand on a fait son temps, et moi j'estime que voilà, si jamais les Polynésiens me font confiance pour un second mandat, ce sera mon dernier en tant que président. Après, il faut, voilà, place aux jeunes, place aux autres. Donc oui, je serai à nouveau candidat en 2028. Et puis, après ce second mandat, si jamais les Polynésiens m'accordent leur confiance à nouveau, je me retirerai de la vie politique et j'espère qu'il y aura des jeunes, enfin non, j'espère pas, je sais qu'il y a des jeunes compétents qui viendront prendre la relève.